Donc, je tenais déjà à remercier les organisateurs du 4e colloque de recherche FIRINDO pour me donner l'opportunité de vous présenter cette étude qui s'intéresse au retentissement des capacités de cognition sociale et de cognition affective sur les difficultés relationnelles des adolescentes atteintes du syndrome de Turner. Ce projet est porté par le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire de l'Université d'Angers, en collaboration avec le CHU d'Angers et l'association Groupe Amitié Turner, qui bénéficie actuellement en fait du financement de la Fondation Maladies Rares, ainsi que du soutien financier du programme ligérien Enfance et Jeunesse. Les compétences sociales commencent à se développer dès les premières interactions avec autrui et continuent à s'affiner tout au long de la vie de l'individu afin d'ajuster, d'adapter son comportement social par rapport à l'environnement. Être plus compétent socialement implique de comprendre la subjectivité des autres, d'intégrer les règles, les codes de la société et d'apprendre à réguler son comportement afin de participer de façon positive et adaptée à notre milieu social. Les bases pour construire ces compétences sociales vont être posées durant l'enfance et durant l'adolescence à partir du développement d'habiletés cognitives et socio-cognitives. Toutefois, même si les interactions avec les autres constituent la partie visible du fonctionnement social, une grande partie de cette expérience se déroule dans l'esprit de chaque individu lorsqu'il perçoit, traite, interprète les informations sociales. Et ce sont ces trois habiletés que nous allons nommer cognition sociale, en complément en fait, de la cognition affective. Selon le modèle théorique de Yeats et collaborateurs, l'apparition, l'évolution et la diversité des habiletés sociales et du fonctionnement social en général résultent de l'interaction entre des dimensions biologiques, des dimensions psychologiques, des dimensions cognitives, qui vont permettre à l'individu de développer des interactions sociales adaptées ou inadaptées. Et l'ajustement social va pouvoir s'opérer au travers du regard d'autrui ou de son propre regard, de sa propre analyse de l'adéquation du comportement social dans la situation environnementale. Donc, cette interaction sociale, elle peut être de trois natures. Il peut y avoir un comportement prosocial, c'est celui qui va être utilisé lorsqu'on vient en aide aux personnes. Le comportement social agressif, dont on a tous fait déjà l'objet ou qu'on a pu voir régulièrement dans les médias. Et puis, le troisième type d'interaction sociale, eh c'est la question du comportement social réservé ou en retrait social, sur lequel on va très certainement revenir. Alors, au niveau du fonctionnement psychologique des individus, on va s'intéresser à la question de la régulation émotionnelle, dont on a parlé tout à l'heure, du traitement de la régulation des émotions, les facteurs psychologiques, psycho-affectifs, mais également dans ces questions autour du fonctionnement psychologique, on va intéresser ou on va s'interroger sur le fonctionnement familial, le niveau socio-économique qui vont pouvoir agir comme modérateurs de la qualité de l'interaction sociale avec autrui. Alors, dans le cadre de cette intervention, je vais focaliser mon propos sur le comportement social des jeunes filles avec un syndrome de Turner en interrogeant plus spécifiquement la nature des interactions sociales
puisque effectivement, eh bien, cela peut faire l'objet de questionnements au niveau scientifique ou au niveau clinique. Alors, dans le cadre de ce questionnement, eh bien, comment les jeunes filles avec un syndrome de Turner ajustent leur comportement social lors des interactions avec autrui, et est-ce que la nature de ces ajustements est différente de celle retrouvée chez les jeunes filles en bonne santé? Ce sont les deux questions que je me propose d'interroger dans le cadre de cette présentation. Alors, plusieurs arguments vont en faveur de ce questionnement. Ces arguments, eh bien, ils viennent, comme je vous l'ai dit, pour les médecins de votre clinique et du suivi des patientes. Il y a également un certain nombre d'arguments au sein de la littérature scientifique. Ainsi, un certain nombre d'études suggèrent de l'existence en fait d'une fragilité du fonctionnement social et interpersonnel chez les jeunes filles avec un syndrome de Turner, qui peut se caractériser selon les proches par des comportements plus immatures que leurs camarades et par une timidité, plus marquée. Par ailleurs, et ce, bien que ce ne soit pas rapporté systématiquement par les jeunes filles, les observations concernant la qualité du fonctionnement social peuvent également faire l'objet de plaintes par les jeunes filles elles-mêmes. Ainsi, certaines se perçoivent comme moins populaires que leur père, regrettent d'avoir moins d'amis que les autres enfants du même âge et vont prendre part plus rarement aux activités sociales. De plus, les travaux en neuroimagerie ont pu mettre en évidence des différences structurales et fonctionnelles entre les femmes avec un syndrome de Turner et les sujets contrôle. Ces modifications cérébrales vont toucher principalement le cortex orbitofrontal, les régions singulaires antérieures, le pôle temporal, les gyrés temporaux supérieurs et les structures médianes du lobe temporal et plus particulièrement l'amygdale. Or, il a pu être montré que ces structures jouent un rôle essentiel dans notre habileté à traiter les informations sociales et à ajuster notre comportement social. L'ensemble de ces arguments nous apporte des éléments qui interrogent le fonctionnement social chez les jeunes filles avec un syndrome de Turner. Alors, c'est dans ce contexte qu'une étude prospective multicentrique impliquant les équipes d'endocrinologie pédiatrique du CHU d'Angers, de Nantes et de Rennes a été proposée. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Régis Coutan et son équipe au CHU d'Angers, ainsi que le docteur Sabine Baron du CHU de Nantes et le docteur Marc de Kerdanay au CHU de Rennes, ainsi qu'à leur équipe, pour avoir et pour soutenir ce projet en nous donnant en fait la possibilité de rencontrer les jeunes filles avec un syndrome de Turner dont ils assurent en fait le suivi médical. Les données que je vais vous présenter sont des données préliminaires et en conséquence, je vais réaliser seulement une analyse descriptive des comportements sociaux sans analyse statistique, parce que là, je vais attendre que les groupes soient complétés pour pouvoir réaliser ces analyses. Alors, afin de répondre aux questions posées dans l'introduction, je vais focaliser ma présentation et la présentation des quelques données descriptives sur un questionnaire, à savoir le questionnaire de comportement chez l'enfant. Il faut savoir en fait que le projet qui a été soutenu et qui est soutenu aujourd'hui par la Fondation Maladies Rares comporte un ensemble de tâches plus larges avec un bilan cognitif
complet, un bilan comportemental et socio-émotionnel qui sont composés en fait de plusieurs épreuves neuropsychologiques et de tâches expérimentales. Et en parallèle, eh bien, plusieurs questionnaires interrogeant les habiletés sociales des jeunes filles avec un syndrome de Turner, mais également tous les aspects psycho-affectifs, régulation émotionnelle, empathie, en fait, sont également proposés. Alors, dans le cadre de cette présentation, les parents de 18 jeunes filles âgées entre 9 et 17 ans et présentant un syndrome de Turner, ainsi que les parents de 31 jeunes filles en bonne santé, appariés aux patientes en termes d'âge et de niveau socio-culturel des parents, ont pu compléter l'inventaire de comportements pour enfants, ce qu'on appelle le CBCL. Ce questionnaire permet d'évaluer les problèmes de comportement et les compétences sociales des enfants et des adolescentes au cours des 6 derniers mois grâce à 113 items qui sont répartis en 8 échelles: anxiété, dépression, retrait, plaintes somatiques, problèmes sociaux, problèmes de pensée, problèmes d'attention, comportement délinquant et comportement agressif. Alors, si on regarde justement ces premières données, il apparaît en fait que le score significatif, c'est-à-dire un score qui est considéré comme étant pathologique au CBCL, peut être retrouvé sur l'échelle globale du CBCL dans 39% des cas, avec une très nette dissociation entre le score total pour l'échelle internalisée que vous voyez ici, donc qui représente 33% des plaintes des parents, et ce que l'on retrouve au niveau des comportements externalisés, qui là ne représentent que 6% des plaintes. Alors, les échelles internalisées vont concerner plus spécifiquement la question de l'anxiété, de dépression, du repli sur soi, des plaintes somatiques, alors que le score de comportement externalisé, lui, va examiner les comportements délinquants et les comportements agressifs. Alors, sur la base de ces premiers résultats, eh bien, en fait, on voit que les parents des enfants et des adolescentes avec un syndrome de Turner rapportent plutôt une tendance à l'isolement et au repli sur soi, donc des comportements internalisés, plutôt qu'une agressivité qui renverrait au comportement externalisé. Alors, quand on compare par rapport au retour réalisé par les parents des enfants et des adolescentes en bonne santé, eh bien, on peut constater effectivement que le profil comportemental se distingue très nettement de celui des jeunes filles en bonne santé, et que par ailleurs, en fait, chez les jeunes filles en bonne santé, il n'existe pas de dissociation entre les plaintes comportementales externalisées et les plaintes comportementales de type internalisé. On est sur une période très particulière. En grande majorité, ce sont des adolescentes qui ont complété, qui ont été intégrées dans cette étude. Et effectivement, en fait, la période de l'adolescence, comme vous le savez, en fait, est une période assez compliquée pour les jeunes filles. Alors, en allant un petit peu plus loin et en regardant au niveau des sous-échelles, eh bien, on peut constater que les facteurs pour lesquels les scores sont cliniquement significatifs sont principalement les problèmes d'attention, qui représentent à peu près 50% des remarques réalisées par les parents des jeunes filles avec un syndrome de Turner. Donc, c'est par exemple des items ne terminent pas ce qu'il ou elle commence. On va retrouver par la suite des problèmes sociaux à hauteur de 39% du groupe, avec par exemple des items tels que s'accroche aux adultes ou est trop dépendante,
autre exemple, se plaint de se sentir seul. Et puis, on va également retrouver à peu près au même niveau de pourcentage des problèmes de pensée. Donc, par exemple, un comportement, l'enfant présente un comportement étrange, ou alors l'enfant ne peut pas se débarrasser de certaines pensées et est obsédé par certaines idées. Donc, ce sont des pourcentages qui sont relativement élevés à l'échelle de ce sous-groupe. Notons par ailleurs que le retrait, tel que est timide ou réservé, ou alors des items tels que les repliés sur soi, ne se mêlent pas aux autres enfants ou aux autres personnes, etc. Ainsi que les plaintes somatiques, comme par exemple fait des cauchemars, mais également les plaintes relevant de l'anxiété et de la dépression, pleurent souvent, font l'objet de plaintes également de la part des parents de ces jeunes filles, et ce, presque chez une patiente sur 3. Les pourcentages de significativité les plus faibles concernent les facteurs comportement agressif, par exemple, contredit ou conteste souvent, et les comportements coupables, délinquance, détruit des choses qui sont quasiment inexistants en fait chez ces jeunes filles. Au moins, il n'y a pas de plainte. Là encore, en fait, si on compare par rapport aux jeunes filles en bonne santé, les parents des jeunes filles avec un syndrome de Turner émettent des plaintes plus fréquentes concernant le comportement et les compétences de leurs filles en comparaison en fait, aux jeunes filles en bonne santé. Alors on voit ici, et au travers de ces analyses descriptives, ces premiers résultats, qu'il existe effectivement une fragilité au niveau du fonctionnement social chez les jeunes filles. Toutefois, eh bien, en fait, ce fonctionnement social, ces comportements sociaux eh bien, sont nettement différents d'autres pathologies, telles que ça peut être le cas, par exemple, dans le traumatisme crânien-encéphalique ou même dans le contexte de l'obésité commune. Les plaintes, là, chez les jeunes filles présentant un syndrome de Turner ne concernent pas du tout la présence d'agressivité ou de conduite conflictuelle, au moins pour ce sous-groupe. Néanmoins, les parents en fait, vont rapporter des fragilités chez leurs filles qui relèvent du retrait social ou de l'isolement social, et également de comportements prosociaux, mais qui s'apparenteraient plus en fait à une hypersensibilité. Et ces deux aspects en fait viendraient entraver la qualité des relations sociales. La question est maintenant, et puis c'est l'objet du projet financé par la Fondation Maladies Rares, de savoir comment on peut expliquer ces modifications comportementales et ces plaintes concernant les compétences sociales. Plusieurs pistes ont pu être interrogées, ont pu être posées dans le cadre de ce projet de recherche et vont être examinées lorsque l'ensemble du groupe et l'ensemble du recrutement en fait, sera achevé. Les questions qui se posent là, pour essayer de comprendre ces modifications des compétences sociales, c'est quelle est l'influence des capacités cognitives et du traitement des informations sociales dans l'apparition de ce comportement social qui est considéré comme étant moins adapté par rapport aux jeunes filles en bonne santé. Dans les fonctions cognitives, eh bien, on va interroger plus les aspects autour
autour des fonctions cognitives, oui, les aspects autour des fonctions exécutives, mais également les capacités de cognition sociale, notamment la capacité à comprendre et à inférer ce que l'autre pense. Donc, c'est ce qui relève de la théorie de l'esprit. Et puis, le traitement des émotions, où là aussi, un certain nombre d'arguments tendent à montrer qu'il y a des difficultés dans le traitement des émotions chez les jeunes filles et chez les patientes qui présentent un syndrome de Turner. La deuxième question qui va se poser également pour pouvoir peut-être comprendre ce fonctionnement social particulier, eh bien, c'est l'impact des capacités de régulation émotionnelle et des capacités de théorie d'empathie sur ce comportement prosocial et sur ce retrait social. Est-ce qu'on peut mettre en évidence des liens? Et enfin, le troisième élément sur lequel en fait, on va s'interroger, c'est les facteurs modérateurs de psychoaffectifs tels que la dépression, l'anxiété, quel peut être réellement l'impact de l'ensemble de ces processus et de ces facteurs personnels, cognitifs et sociaux sur le développement d'une interaction sociale adaptée. L'objectif est répondre à ces questions en fait constitue pour nous neuropsychologues et enseignants-chercheurs en neuropsychologie mais en fait des étapes essentielles puisque c'est bel et bien en comprenant réellement le fonctionnement et les processus qui sous-tendent une capacité particulière, ici la capacité sociale des jeunes filles présentant un syndrome de Turner, ce n'est que lorsqu'on a une bonne connaissance des fragilités réelles que l'on va pouvoir en fait proposer des programmes de remédiation cognitive et des programmes de remédiation comportementale adaptés aux profils cognitifs, psychoaffectifs et socio-cognitifs des jeunes filles avec un syndrome de Turner. Alors, je terminerai par quelques remerciements, puisqu'en fait, cette étude, elle est portée par plusieurs. Je suis le porteur du projet, mais il y a toute une équipe derrière pour pouvoir faire avancer en fait, cette étude. Alors, je remercie encore toutes les structures hospitalières et universitaires qui soutiennent ce projet. Et puis, je tiens à remercier ici des personnes sans qui en fait, le projet n'avancerait pas aussi bien et ne pourrait pas exister. Claire Mauger, qui est psychologue, neuropsychologue, et qui est ingénieure d'études dans le cadre du projet. Rafika Fliss, qui est ingénieur de recherche dans le cadre de ce projet financé par la Fondation Maladies Rares. Et puis j'ai une pensée toute particulière pour Emmanuel Kemener, qui est l'attaché de recherche clinique dans le service d'endocrinologie pédiatrique et qui assure en fait toute la gestion logistique du projet, du recrutement, des relations entre les services. Et c'est bien finalement grâce à l'implication de tous ces collaborateurs que ce projet en fait peut voir le jour. Et je vous remercie de votre attention.